Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left. Mardi 2 janvier 2024, premier numéro de Kinkiliba de la semaine. Premier numéro de Kinkiliba également de l'année 2024. C'est avec nos meilleurs vœux que nous démarrons ce magazine. Comme tous les jours, vous retrouverez la capsule gymnastique avec notre coach Tandara, le bulletin d'information, sans oublier les chroniques qui nous accompagnent ce matin. C'est celle de Khadi avec littérature, et également Hassan Sine avec e-administration. Aline Badarakan accompagnera notre invité de ce matin. Tout de suite, je vous propose de faire un peu d'exercice pour bien démarrer l'année avec la gymnastique, notre coach Tandara et le coach Chebou. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Avant d'aller plus loin, je souhaite à tout le monde une très très bonne et heureuse année 2024. Alors, nous entrons dans une nouvelle année, que 2024 soit pour vous une année de bonheur, une année de très bonne santé et surtout, je demande en tout cas, encore une fois, de pratiquer beaucoup de sport afin que vous ayez toutes ces ressources mentales, ces ressources sensorielles, ces ressources nerveuses, évidemment, dans le bon sens qui vous accompagne pour l'année 2024. En tout cas, à vous tous, où que vous soyez dans le monde, mesdames et messieurs, encore une fois, vous nous avez bien suivis et tout au long de l'année 2023. Alors, 2023 est parti, 2024 arrive. Mesdames et messieurs, nous allons commencer cette capsule d'abord. Eh bien, cette première capsule de l'année 2024 par les Pilates. Alors, les Pilates, vous le savez, une gymnastique douce, une gymnastique qui va aller d'abord en douceur et crescendo pour aller monter encore plus haut, comme on dit encore une fois, eh bien, comme le mountain climber, comme on dit. Alors, cela dit, on va laisser la parole au coach Chebou et nous allons revenir après. Bonjour mesdames et messieurs, nous voici encore en ce nouvel an. Comme on le dit, on souhaite à tout le monde très bonne et heureuse année 2024. Donc aujourd'hui, on est là pour présenter notre première capsule de cette nouvelle an. Donc on est là pour présenter ce qu'on appelle les Pilates dans cette nouvelle an. Parce que vous savez, les Pilates, comme l'a si bien dit coach Sandara tout de suite, c'est des renforcements qui sont douces et on va commencer notre année avec des renforcements douces et en douceur pour continuer à avoir de nouveaux objectifs au cours de cette année-là. Vous allez tout de suite les voir dans nos prestations et on se donne tout de suite dans les démonstrations. C'était les Pilates, renforcement douce, nouveau objectif pour cette année. Essayez de les pratiquer et on va souhaiter encore à tout le monde, vous qui nous suivez, très bonne et heureuse année. Et on va se dire à demain, Inch'Allah, pour nos prochaines capsules. Merci. Voilà, merci, mesdames et messieurs, encore une fois, comme je disais, en tout cas, beaucoup de ressources physiques, beaucoup de ressources, des ressources mentales, mais également assez sensorielles tout de même pour commencer cette année 2024. Alors, une année que nous voulons, eh bien, une année de paix, une année de prospérité à vous tous, mesdames et messieurs. Encore une fois, évidemment, longue vie à vous tous, longue vie au Sénégal. Merci, coach Chebou, et à demain, Inch'Allah. À demain également, coach Tandara. Merci pour tous ces vœux. Ils nous ont rejoints en plateau. Khadi, Aline Badarakan, notre invité du jour, et Hassan Sine qui sera en plateau dans une poignée de minutes. Alors peut-être Khadi, avant de démarrer, je te laisse souhaiter tes vœux les meilleurs à nos téléspectateurs. Vendredi passé, tu n'as pas pu être là malheureusement. Oui, effectivement. Alors mes meilleurs vœux à tous. Bonne et heureuse année 2024. Que cette année soit belle et que cette nouvelle année soit parsemée et parfumée d'éclats de joie et de bonheur, mais également de paix. Alors voilà. Merci beaucoup. Quelle est le minute de chronique de ce matin? Voilà, aujourd'hui nous allons parler des œuvres littéraires en langue nationale. D'accord. Et nous allons définir un mot, pléonasme, et on a une nouvelle parution. Très bien. Aline Badarakan, bonjour, qui est notre invité du jour. Le temps
justement de permettre à Hassan Sine de s'installer en plateau. Hassan, tu peux venir, je t'en prie. Alors, qui est-ce qu'on reçoit en plateau ce matin? Alors, nous avons le plaisir de recevoir M. Chouaïbou Diop, qui est le président de la commission, si je ne m'abuse, finance du comité de pilotage de la semaine nationale, ou bien de la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Donc, il sera question de faire un peu l'inventaire, mais ça ne va pas être une tâche simple. Hein. Voilà, de l'ensemble du patrimoine, tant matériel qu'immatériel, donc du grand Cheikh. Comment préserver son legs? Je pense que c'est un peu donc votre principale préoccupation. Et puis également profiter de sa présence sur ce plateau pour revenir sur ces fameuses photos retrouvées du Cheikh donc en France. Qui avait fait voilà, véritablement ce qui avait suscité en nous beaucoup d'émotions, parce que d'aucuns pensaient que le Cheikh n'avait qu'un seul cliché. Heureusement, par la grâce de Dieu, donc l'un de ses disciples a eu la chance donc, de tomber sur ces photos-là, et il a tout fait, donc avec bien sûr l'accompagnement du calife, des autorités étatiques également du Sénégal, pour qu'on puisse remettre la main donc, sur ces précieuses archives pour les générations présentes et futures, bien sûr. Et donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec notre invité, M. Chouaïbou Diop. Bonjour M. Chouaïbou Diop, vous allez bien? Bonjour Anthony, ça va très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Aline Badaraka nous disait tout à l'heure, ces photos qui a vraiment provoqué beaucoup d'émotions, notamment sur les plateformes digitales. D'aucuns disaient que est-ce qu'il s'agissait vraiment de photos authentiques? Oui, bon, merci quand même pour l'invitation et permettez-moi de souhaiter mes meilleurs vœux à toute la population sénégalaise. Leur souhaiter également une année de prospérité et de paix. Oui, bon, revenons sur les photos, comme dit tout à l'heure M. Khan. Il s'agit effectivement de photos qui se sont retrouvées en France en 2019, plus précisément. En tout cas, lors de la Covid de 2019, en pleine Covid, ces photos ont été apparues. Effectivement, donc tout le travail nécessaire a été fait pour authentifier les photos sur le plan scientifique, sur le plan également pédagogique. Et effectivement, nous avons eu cœur net qu'il s'agissait bien du marabout. Machallah, merci beaucoup. Alors, il nous a rejoint en plateau, Hassan Sine, pour sa rubrique e-administration. Bonjour Hassan. Bonjour Anta. Bonjour tu vas à tous. bien? Ça va très bien. Je te laisse souhaiter tes meilleurs vœux à l'endroit de nos téléspectateurs. C'est très gentil, merci Anta. Donc, bonne et heureuse année à toutes et à tous, surtout aux téléspectateurs de Kenkeliba qui nous supportent tous les matins. Et je souhaite également bonne et heureuse année à Khadi, à notre invité, à Anta et à Lune Badara et à toute l'équipe de Kenkeliba et de la RTS et de Sénégal Numérique. Et donc, que cette année 2024 soit meilleure pour tous. Merci beaucoup. Alors, quel est le menu de la chronique de ce matin? Alors, nous allons revenir ce matin sur les industries culturelles et créatives et leur rapport au numérique. Le prétexte, c'est le TRG Show, Tarourap Galsen, que Sénégal Numérique a parrainé cette année. Donc, c'était la deuxième édition. Nous allons revenir un peu sur les enjeux du numérique dans le hip-hop, avec notamment l'initiateur de ce grand événement qui s'est tenu donc le 23 décembre dernier à Dakar Arena. D'accord. Alors, Sénégal Numérique, on voit que ça parraine tout simplement beaucoup d'activités. Jusqu'à aujourd'hui, les cultures urbaines? Oui, les cultures urbaines, parce que le numérique est transversal. On peut l'appliquer dans toutes choses. Et notre invité tout à l'heure ne nous démentira pas, certainement. Et donc, les industries culturelles et créatives, vous avez vu récemment, il y a le président de la République qui a donc mis en place la Maison des cultures urbaines. Effectivement. Voilà. Et il se trouve même que l'initiateur de cette activité-là, qui en était à sa deuxième édition, est nommé lui aussi PCA donc, de cette Maison des cultures urbaines, Moustapha Dian. Donc c'est pour cela que Sénégal Numérique, donc, qui est là en soutien en tout cas à tous les secteurs de la vie économique, culturelle et sociale du pays, donc, a soutenu cette initiative qui s'est très bien déroulée avec notamment un masterclass qui a permis de revenir un peu sur les enjeux du numérique dans le monde du hip-hop et en particulier et dans le monde musical en général. Très bien, on en reviendra justement dans la première partie de ce magazine. Alors, vous avez suivi un peu le combat Boignan, Boignan, Modulo. Bon, un peu la fin du combat. Hein. Un peu la fin. Il faut être vraiment
persévérant, résilient pour pouvoir supporter tout un direct, en tout cas, d'un combat de lutte au Sénégal. C'est vrai que c'est ça un dure. combat qui s'achève pratiquement vers 22h moins. Quand même. Je pense qu'il est temps de revoir un peu le timing. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, le temps étant très précieux, vous ne pouvez pas être devant votre petit écran pendant autant de temps, autant d'heures pour un combat qui, au final, ne durera que quelques minutes. Et ce fut le cas. Je pense qu'à ce niveau, comme il y a lieu de réglementer davantage donc, la tenue de ces grands combats-là pour que les gens puissent véritablement vaquer à leurs occupations le plus tôt possible. Maintenant, revenons aux faits sportifs, le combat. Je pense que Modou Lo a été fidèle à lui-même. Hein. C'est un lutteur qui ne connaît pas la peur. En tout cas, qui ne la connaît que quand il rencontre Balla Gaye numéro 2. Mais sinon, pour les autres adversaires, ça va. Donc, il est sur son chemin royal. Et Boy Niang également, c'était pratiquement le dernier espoir de Pikine pour laver l'affront. Parce que finalement, voilà, au bout du compte, Modou Lo aura terrassé les 3 représentants, les 3 porte-étendards de Pikine, que sont déjà leurs aînés Eumeu Sène, voilà, Ama Baldé et enfin... Boy Niang. Donc aujourd'hui, je pense que Modou Lo peut se proclamer maire de Pikine. Hein? Ça, c'est clair. Sauf celui-là de Guédiawaye. Roi de Pikine, maire de Pikine, empereur de Pikine. Bon, mais bon, moi, ça ne me concerne guère parce que moi, je passe du côté de Guédiawaye. Et du côté de Guédiawaye, il connaît très bien. Donc, il fait tout pour contourner Guédiawaye. Mais à Pikine, brutalement, il a fini de faire une razzia. Et cela ne peut couvrir davantage de perspectives dans l'arène parce que je pense qu'aujourd'hui, le combat Modou Lo Tapha Tine s'impose. Hein. Si on veut vraiment ouvrir beaucoup plus de perspectives dans l'arène, quoi. Parce que moi, je suis contre ces remakes à n'en plus finir. Hein, parce que j'ai entendu hier, à la fin du combat, un reporter parlant d'une éventuelle revanche Modou Lo Bombardier. Pour moi, cela n'aura aucune incidence, en tout cas, sur véritablement, en fait, je dirais positive sur la bonne marche de la lutte. Pour moi, l'idéal aurait été que Modou Lo puisse croiser le fer avec pourquoi pas Tapha Tine et après cela également accorder une chance à Reug. Je crois que cela ne donnerait que davantage de perspectives alléchantes à l'arène. Et vraiment, je salue aussi le courage de Modou Lo parce qu'il a été pratiquement le premier roi des arènes à avoir accordé autant de possibilités aux autres quand même de lui ravir le trophée. Parce qu'on avait l'habitude de voir un roi des arènes, en tout cas jaloux de son trône, ne descendant dans l'arène qu'une fois dans l'année. Et Modou Lo, en l'espace de 2-3 mois, a croisé le fer quand même avec 2 lutteurs, et pas n'importe lesquels. Il aurait pu perdre sa couronne, et cela démontre que c'est un grand sportif, encore une fois. Félicitations à lui, donc au Parcellois, à notre ami Tafa, qui a été le premier à m'envoyer un message là. Mais je vous rappelle toujours que votre titre n'est pas encore complet. Tant que vous ne gagnerez pas devant Balla Gaye, il resterait un petit quelque chose, un petit bout d'inachevé. Et donc, au Parcellois, je vous accorderai encore une fois, bon, si vous le voulez bien, hein, et puis si Ndiak Nak, voilà une 3e chance, quoi. Hein. Voilà. Alors, j'aurais bien aimé avoir Tafa justement en plateau. Il a son droit de réponse. Hein. S'il nous suit, j'attends ton message, Tafa, depuis la France. Alors, monsieur Chouaïbou Diop, vous avez suivi le combat d'hier? Malheureusement pas, parce que bon, j'étais un peu occupé avec l'organisation de la semaine qui démarre aujourd'hui. Mais quand même, j'ai regardé juste les moments forts. Et effectivement, comme l'a si bien dit M. Kane, moi je ne suis pas fort en lutte. Je ne suis pas un bon analyste également de la lutte. Mais j'aime bien regarder quand même les grands combats. Et effectivement, le combat d'hier, ça a été un excellent combat. Vous aviez un favori? Oui, c'était Modou Lo. Modou Lo? Oui, c'est mon lutteur d'ailleurs. C'est votre lutteur. Alors, comme beaucoup d'entre nous sur ce plateau-là, moi je suis pro Modou Lo. Alors, Khady, tu as suivi le combat d'hier? Oui, je l'ai suivi avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs. Alors, en ce moment, Modou Lo, il est le meilleur. Rien à dire, vraiment. Et bon, la façon dont il a battu également Boy Niang, je pense qu'il a utilisé toute sa force aérienne. Hein, vous l'avez vu, pour battre donc Boy Niang, qui n'a pas d'ailleurs démérité. Alors, je pense aussi qu'il doit donner la chance aux nouveaux lutteurs. Voilà. C'est vrai qu'il a donné quand même de la chance à certains de nouveaux lutteurs justement de l'arène. Alors bon, on dit souvent que
Modou Lo, on ne doit pas l'attaquer parce qu'il a vraiment cette force-là de frappe, cette technique de pouvoir, bon, on va dire, renverser la tendance. C'est ce qu'il a démontré hier. Je ne suis pas du tout analyste lutte, mais j'ai d'ailleurs pas suivi le combat. Malheureusement. Parce que j'ai de plus en plus du mal à passer des heures et des heures devant le petit écran alors que rien ne se passe pratiquement. Hein. Donc je préfère maintenant vaquer à mes occupations et quand j'entends des cris, je file directement sur mon téléphone ou à la télé pour regarder la chute parce que le combat c'est quoi? C'est la chute. Ça dure 2 minutes, maximum 10 minutes parfois. Donc c'est ce qui s'est passé hier également. Je ne suis pas un grand fan de Modou Lo, j'ose le dire. Hein, et pourquoi? J'aime bien rappeler qu'à chaque fois, après ses victoires, bon, c'est un peu une dose de mauvaise foi, quoi. Rappeler que Balla Gaye est toujours là, comme Aline Badara l'a fait. Ça me signe. Mais je le félicite quand même, parce que c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à la lutte sénégalaise. Je pense que c'est un lutteur assez spécial quand même. Et je ne suis pas d'accord avec Aline Badara qui dit qu'il donne sa chance aux lutteurs et qu'il a accepté de lutter 2 fois en l'espace de 2 mois. Ça, c'est vrai. Mais il a gardé la couronne pendant 3 ans sans lutter quand même. Bon, on me dira qu'il y avait la COVID, et tout cela en temps et tout, mais bon. Sa blessure là, le report. Voilà, sa blessure. Est-ce que c'est pas une question de mauvaise foi? Son deuxième combat depuis qu'il est roi des arènes. D'accord. Deuxième combat. C'est pas une question de mauvaise foi, toi? Non, pas trop. Pas trop, en fait. Pas trop? Mais félicitations, parce que on aime bien quand même quand il y a un combat que les gens luttent. Et hier, c'est ce qu'on a vu. Les deux ont accepté, en tout cas, de jouer le jeu. Contrairement à certains que je ne citerai pas, dont les combats durent toujours 45 minutes et sur décision arbitrale, une victoire, un match nul. En tout cas, c'est vrai qu'à un moment donné, on a vraiment senti une pause de la lutte sénégalaise, mais on voit que ça reprend de plus en plus avec de grandes affiches qui se rapprochent de plus en plus à l'une. Oui, je vois que il y a déjà il y a un regain d'intérêt. Peut-être que les lutteurs ont accepté de diminuer un peu leur cachet parce que c'était également un fardeau pour beaucoup de promoteurs, d'autant plus que certains grands noms, en tout cas, du milieu s'étaient un peu retirés ou bien faisaient face à certaines difficultés. Je pense à Nicolai, peut-être à Gaston qui était un peu souffrant et qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Donc ce n'était pas évident pour eux également. Sans compter donc le passage de la Covid qui est venu un peu bouleverser tout cela. Donc il était question que les acteurs également puissent revoir leurs prétentions à la baisse pour que la lutte puisse redémarrer. Je crois que nous y sommes enfin. Et puis je vois qu'il y a une nouvelle configuration. Il y a de nouveaux champions qui émergent. Il y a Reug. Quand on parle de la mentalité d'un combat entre Reug et Modou Lo, cela voudrait dire tout simplement que ça s'est davantage élargi. Donc il y a des jeunes loups aux dents longues qui tapent à la porte des VIP de l'arène. Donc on ne peut plus parler aujourd'hui d'un cercle restreint chez les VIP. Il en reste peu. Beaucoup sont actuellement aujourd'hui aux portes de la retraite. C'est le cas de Bombardier. C'est le cas de... Non, pas Balla Gaye. Non, je voulais te titiller un peu. Balla Gaye, au meilleur de sa forme, reste le meilleur lutteur du Sénégal. Au meilleur de sa forme. Mais là, est-ce qu'il est au meilleur de sa forme? Ah oui, c'est ça le problème. Donc il est un peu proche de la retraite. C'est ça, il faut quand même être honnête dans l'analyse. Je crois que Balla Gaye, il a beaucoup perdu. Donc en force physique et tout cela, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être, je ne sais pas, il s'était très mal entouré, peut-être il n'a pas eu l'hygiène de vie digne d'un grand champion. Mais sinon, Balla Gaye, il aurait pu encore garder pendant longtemps la couronne, parce que véritablement, en termes de lutte pure, de courage, il n'a pas son égal dans l'arène. Mais malheureusement, quel que soit votre talent, quelle que soit votre force, votre envie, si la force physique fait défaut, cela est valable dans tous les sports. Vous aurez du mal après à suivre le rythme. Et c'est ce qui lui est arrivé. Mais actuellement, il est à l'INSEPS. Je pense qu'il est retourné à l'INSEPS pour se préparer. Bon, accordons-lui encore peut-être une autre possibilité, une autre chance de rebondir. Il avait réussi lors de sa dernière confrontation avec Modou Lo. Il était revenu de France avec un autre état de forme. Et cela lui avait permis de terrasser encore pour la deuxième fois Modou Lo. Mais pour cette fois-ci, quand même, ça va être extrêmement compliqué parce que quand on a vu Balla Gaye lors de son dernier combat, quand même, vraiment, on avait tous mal. On se disait tous que, un énorme gâchis, quoi. Heureusement qu'il a pu peut-être réaliser certaines choses grâce à la lutte. Alors, je reviens donc à un peu cette configuration-là de l'arène. Le combat Modou Lo
Tapha Tine s'impose, selon moi. Modou Lô Tapha Tine. Oui, sportivement parlant, je crois que c'est le combat qui s'impose en tout cas. Quand on parlera peut-être pour l'année prochaine, pour 2024, du combat royal, ce serait, selon moi, Modou Lô Tapha Tine. Parce que Tapha Tine, il a été longtemps snobé par les ténors de l'arène, alors qu'il a sa place dans le cercle aujourd'hui des VIP. Enfin, il faut qu'on donne au Baol la possibilité d'être un jour donc, champion, roi des arènes. Et Tapha Tine, aujourd'hui, c'est le porte-étendard du Baol. Il y a également Reug. Ouais, Reug, comment ça s'appelle, Boigna, ça également, c'est une affiche. Sa Thiès peut attendre, pourquoi pas, le vainqueur du combat, Modou Lô Tapha Tine. Donc, voilà, il y a une possibilité aujourd'hui, schéma à faire pour que l'arène véritablement puisse davantage revivre. Et on se dirige, je crois, vers des perspectives bien meilleures, reluisantes pour la lutte sénégalaise. Tout ce qu'il faudra faire maintenant, c'est de réorganiser davantage ces combats. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui veulent bien suivre, beaucoup d'étrangers, en tout cas, toutes nationalités confondues. Mais quand même, mettez-vous à leur place. Si nous, Sénégal, nous laissons certains, souvent de la durée de certains combats, imaginons voilà, leur état d'âme. Donc il faudrait vraiment, selon moi, raccourcir la durée de ces grands combats-là. Parce qu'un combat qui démarre de 16h jusqu'à 22h, ma foi, quand même, ça c'est énorme. Et donc je pense que là, c'est une invite qui est faite au CNG pour voir un peu comment reconfigurer davantage, professionnaliser le milieu pour que la lutte sénégalaise soit, donc à l'image du sumo, un sport attractif à travers le monde. C'est vrai. Monsieur Diop, vous êtes d'accord avec Alioune Badara Kane, très rapidement? Oui. Sur beaucoup de choses, surtout sur le fait de donner au Baol la chance d'être quand même roi des arènes. D'accord. Nous sommes bien d'accord sur ce plateau. Hadi, d'accord avec Alioune Badara Kane sur la durée de ces combats? Il y a des points que je suis d'accord et d'autres non. D'autres non. Je sais qu'on est un peu rattrapé par le temps. On va en reparler tout à l'heure, peut-être en off. On va passer à la rubrique e-administration, c'est celle de Hassan Sine, juste après le jingle. Alors ce matin, nous allons parler du contrat entre Sénégal numérique et les cultures urbaines. Tu nous en parlais très brièvement dans le sommaire. Effectivement, et donc pour rappeler un peu le contexte, le 23 décembre dernier, il y avait le concert de la jeune génération de rappeurs au niveau de Dakar Arena, organisé donc par Tarurap Galsen, Senat Vision, dirigé par Moustapha Dian, qu'on connaît dans le milieu du rap. C'est un ancien d'Abrains pour les moins jeunes d'entre nous. Et donc, pour un peu donner un autre cachet au hip-hop, donc Moustapha s'est entouré un peu du monde, de l'écosystème du numérique pour essayer un peu de voir comment améliorer en tout cas améliorer l'industrie du rap sénégalais à travers le numérique. Et donc c'est pour cela que il y a eu donc ce partenariat, comme tu l'as dit, entre Sénégal numérique donc, et sa structure. Et ça a donné donc un masterclass avant le concert. Ce masterclass, c'était vraiment pour réfléchir sur un peu les enjeux du numérique dans le hip-hop. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Il y a aussi un rappeur très connu, français, Barak Adama, qui a été du rendez-vous et qui nous a donné aussi ses impressions. Je vous propose de les écouter. On parle des cultures urbaines. On parlait avant de mouvance hip-hop. Et quand nous avons voulu en faire un mouvement hip-hop, on avait compris que l'essence même du mot, c'était l'unité. Il fallait se retrouver autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le hip-hop Galsen. C'est ce que nous avons en commun. C'est notre dénominateur en commun. Donc c'est le hip-hop. Barak Adama, aujourd'hui, s'il est là, on peut parler de Barak Adama, section d'assaut, tout ce que ce groupe mythique a réalisé ou a fait. Ce que nous avons en commun avec Barak Adama, en dehors du Sénégal, c'est le hip-hop. Donc on se retrouve dans un univers, dans un environnement hip-hop, carrément. On a l'habitude de dire que la culture elle est au développement, ce que l'esprit est au corps. C'est un état d'esprit. Nous avons été aidés, nous avons été orientés, nous avons été soutenus. C'est pour ça que c'est un plaisir d'aider ou de soutenir la nouvelle génération. C'est super important parce que c'est notre devoir. Entre devoir et rôle, il n'y a pas une grosse différence ou une grande distance. Nous avons des choses à faire dans ce mouvement-là. Et les thématiques abordées quand on parle de numérique, nous avons vu tout ce qui se passe un peu partout dans le monde. Les gens avec l'avancée, le streaming qui est là, qui frappe à notre porte.
Et nous avons vu ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Nigeria. On parle de digitalisation, on parle de Dalalton, on parle de plein de choses qui sont directement liées avec le numérique, les enjeux. Je pense que M. Cheikh Bahoum, en tant que technicien, en tant que directeur général de Sénégal Numérique, pourra partager l'expérience qu'il a, mais aussi nous gratifier des infos qui pourront être utiles par rapport à notre écosystème. Le hip-hop Galsen moi je pense que le seul problème qu'on peut trouver dans le hip-hop Galsen, c'est l'unité. C'est une cohésion dans nos idées. Nous sommes une famille. C'est pour ça qu'on parle de la famille des cultures urbaines. Le président de la République a mis 1 milliard, le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives. Le rap, le hip-hop, les 3 R du rap, c'est respect, reconnaissance et representing. Le respect, je pense que les autorités nous ont respectés. Le Mbalak n'a pas de fonds d'1 milliard. Nous avons un fonds d'1 milliard. Donc le respect, il est là. Je vois juste l'évolution, moi, depuis que je suis là. Ça fait 4 ans que je suis là, que j'habite ici. J'ai vu, je suis venu il y a 4 ans et ce qui se passe aujourd'hui, l'évolution du rap sénégalais. Et c'est incroyable. Et je peux vous dire que même partout en France ou même en Europe, tout le monde regarde maintenant ce qui se passe en Afrique et au Sénégal. Et que le rap sénégalais maintenant a sa particularité et a sa singularité. C'est-à-dire qu'il a quelque chose d'unique. Et j'en suis convaincu que si on continue comme ça, mondialement, parce que comme Tafa l'a dit, la concurrence, elle n'est pas nationale, elle est mondiale. Alors, on a pu voir vraiment des ténors du rap Galsen, notamment Matador, à l'image Barakadama, qui faisait partie du groupe Section d'Assaut, qu'on ne présente plus, qui représentait quand même bien le Sénégal à travers ce groupe un peu, on va dire, mythique en France. Alors, aujourd'hui, au-delà, je pense Radi posait la question tout à l'heure en off, au-delà de l'aspect, on va dire, masterclass, qu'est-ce qui en est ressorti ? Ce qui en est ressorti, c'est qu'il faudra vraiment que le numérique soit pris en compte dans les objectifs de développement du rap sénégalais. C'est vrai. C'est-à-dire en matière de vente de tickets pour les concerts, les e-tickets, en matière d'écoute, parce que maintenant on n'achète plus de cassettes, on n'achète presque plus de CD. On va aller sur le streaming, on va aller sur les Spotify, les Deezer et autres. Pourquoi pas une application comme ça, purement sénégalaise, pour en tout cas permettre aux Sénégalais d'écouter le rap sénégalais, mais aussi de pouvoir en profiter, parce que quand on va sur Deezer, bon, c'est vrai, l'artiste touche une partie, mais le plus gros lot est touché par ceux qui ont mis en place cette application. Donc pourquoi pas une application sénégalo-sénégalaise. Donc ça, c'est des pistes, c'est des pistes à développer. Bon. Faudra héberger aussi, parce que c'est du contenu, des données, donc il faut les héberger en local. Ça aussi, ça permet en tout cas de gagner en termes de souveraineté, mais aussi en termes de disponibilité et d'accessibilité. Donc ça, il y a pas mal de chantiers où le numérique peut vraiment aider le hip-hop à franchir un nouveau cap. Tu as parlé d'un point très important, l'archivage. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on rate le coche. Ça nous fait penser un peu à l'INA, à l'Une Badarakan, quand on parle d'archivage. Il serait important aujourd'hui d'archiver nos contenus, on va dire, musicaux au Sénégal. Non, mais je pense qu'il y a le data center. Il peut servir à ça, non? Effectivement. Oui, je crois qu'on a le data center qui est même sous-utilisé, parce qu'il fonctionne en deçà de ses capacités. Et je pense que donc, les acteurs des industries culturelles pourraient, par le biais bien sûr de cette collaboration, pourquoi pas avec le Sénégal numérique, avoir peut-être leur place pour pouvoir y stocker leurs données et préserver donc cet héritage-là pour les générations futures également. Parce que c'est devenu disons, une nécessité absolue, et ce dans tous les domaines d'ailleurs, c'est une question même de souveraineté. Bon, voilà, je pense qu'inutile de revenir encore une fois sur l'importance des données, de l'archivage bien sûr, mais également des données, parce qu'on voit des musiciens, par exemple, africains qui, faute d'un encadrement professionnel, laissent échapper des milliards, des royalties qui sont utilisés par des producteurs extérieurs,
qui se font beaucoup d'argent, beaucoup de plus-value à leur détriment, alors qu'il s'agit de leur production. Donc c'est à eux d'en être en priorité les premiers bénéficiaires. Mais comme ils n'ont pas peut-être ce bon réseautage-là, comme ils ne sont pas souvent bien conseillés, ils ne savent même pas comment ça se passe. Parce qu'il y a tellement de trucs, de choses qui échappent à leur attention, parce qu'ils ne s'entourent pas de cabinets d'avocats. Un grand artiste, il a son avocat ou bien même son pôle d'avocat. Les artistes africains, prenons le cas de notre pays, le Sénégal, est-ce qu'il y en a qui en ont suffisamment? Je ne pense pas. Peut-être qu'il y a peut-être les ténors de la musique sénégalaise qui sont bien représentés à ce niveau sur l'international. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on utilise quand même l'une de leurs productions, ils ont de l'argent. Qui leur est viré directement sur leur compte. Mais cela, pour le faire, quand même, il faut véritablement accorder l'importance au numérique, être sur toutes ces plateformes-là, se faire représenter et, par ricochet également, vendre sa destination. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la force de la musique, de la culture nigériane. Sur toutes les plateformes aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, de la culture africaine, vous avez l'impression qu'il n'y a qu'une seule culture en Afrique. Or, il y a plusieurs cultures en Afrique. On est un seul peuple, mais avec beaucoup de cultures différentes. Mais aujourd'hui, la culture, pratiquement, l'une des cultures les mieux vendues hors du continent, c'est la culture nigériane, parce que les Nigérians sont extrêmement présents sur les réseaux, sur les plateformes digitales. Ils sont partout sur ces plateformes de musique-là. À chaque fois que vous cliquez musique africaine, de préférence, eux, ils vous donnent donc la musique nigériane. Les Sénégalais sont sous-représentés, alors qu'il y a quand même un potentiel fou que notre pays devrait davantage exploiter. Donc je pense que c'est une bonne chose, quoi. Et puis avec les conseils bien avisés de Sénégal numérique, bien sûr, il peut faire un formidable bond. Exactement, et pourquoi pas des partenariats avec justement les applications sénégalaises. Je pense que Nix a créé une plateforme, je pense, de streaming. Il y a également l'artiste No Name qui a aussi mis en place cette plateforme-là. Il était de la partie, il était sur place, et donc il a un peu expliqué aussi les enjeux concernant notamment ces initiatives en la matière. Et je suis tout à fait d'accord avec Alioune Badara, il n'est pas coutume, mais il est surtout d'accord avec notre directeur général qui a dit exactement la même chose par rapport, en tout cas, à la manière dont il faudrait vraiment réfléchir pour exporter la musique sénégalaise. Et il a cité l'exemple du Nigeria, certes, et aussi de la Côte d'Ivoire, qui ont quand même réussi en quelque sorte à internationaliser leur musique. Pourquoi pas la musique sénégalaise, pas seulement le mbalax, mais le hip-hop aussi, qui est beaucoup plus, je le pense, vendable que le mbalax de temps en temps. Donc, c'est tout ça qui a fait donc, que cette rencontre a été très riche. Et également aussi en émotion, parce qu'il y a même eu une réconciliation durant ce masterclass entre, je ne sais pas si tu connais le groupe Akatsuki. Oui, je connais Akatsuki, très bien. ils avaient fait le buzz pendant la Covid, la Covid encore. Et après, ils se sont disloqués. Et hier, ce jour-là, c'était donc les retrouvailles entre les différents membres du groupe Akatsuki. Voilà, Mitsukash et le reste du groupe, ils se sont retrouvés. Et donc, c'était vraiment une rencontre très riche en émotions, mais aussi en projets. Donc, je vous propose, si l'élément est en place, de suivre les explications du directeur général par rapport à cet accompagnement du hip-hop sénégalais. Lorsque vous avez en tout cas vos morceaux, vos chansons, elles sont hébergées donc dans des plateformes. Je pense qu'il y a des plateformes comme Spotify, comme iTunes, etc. Donc, ces plateformes-là sont aujourd'hui donc hébergées dans des data centers qui sont un peu partout dans le monde. Maintenant, ces plateformes, la plupart, elles sont soit américaines, européennes, voire asiatiques. Rarement, ces plateformes sont africaines, voire sénégalaises. Maintenant, c'est là le défi que nous devons relever, parce que c'est le nerf un peu de la guerre d'avoir des infrastructures numériques de dernière génération qui permettent vraiment à ce que le contenu africain puisse rester africain et rester dans les infrastructures africaines. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez faire du streaming ou lorsque vous mettez votre son au niveau de ces plateformes, ces sons sont au niveau des plateformes étrangères. Et lorsqu'il n'y a pas Internet, on ne peut pas y accéder.
Donc nous sommes dépendants de l'étranger. Et c'est ça, et c'est sur ça que nous devons aujourd'hui travailler. Donc comment nous pouvons faire pour les industries culturelles et créatives pour que tout le contenu sénégalais puisse être mis dans des infrastructures sénégalaises, dans des data centers sénégalais. Et que quand le Sénégalais a besoin d'accéder à ces contenus-là, qu'il n'ait pas à passer par la France, par les États-Unis, pour accéder à ce contenu. Et pour ce projet-là, avec Moustapha, nous pouvons vraiment travailler pour que rapidement, nous puissions avoir une plateforme sénégalaise hébergée dans le data center de Sénégal numérique et que vraiment tous les artistes puissent avoir vraiment en tout cas un espace de stockage qui leur permet de pouvoir vraiment que les Sénégalais puissent accéder à ces données sans pour autant sortir du pays. J'étais en train de te dire, Alioune Badara Kane, finalement, j'ai l'impression que tout ce que tu as dit a été répété par... non, tu as répété tout le discours, sans écouter l'extrait, le discours justement du directeur général de Sénégal numérique. Mais j'ai l'impression qu'il a vraiment une histoire avec des cultures urbaines. On le sent vraiment très à l'aise. On dirait un ancien rappeur. Un ancien rappeur. Ah bon, ça c'est ça on dirait, hein, je sais pas. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il a une histoire avec le hip-hop. Bon, je vais lui demander. Je vais lui demander s'il y en a ou pas. Il maîtrise un peu le domaine et il a aussi beaucoup d'ambition pour ce secteur. Il veut vraiment voir le hip-hop sénégalais percer au-delà de nos frontières. Et je pense que c'est ça qui a surtout motivé cette initiative. Peut-être aussi qu'il a une histoire avec le hip-hop. Peut-être c'est un ancien rapport, on ne sait jamais. On ne sait jamais. En tout cas, on va faire ces recherches sur Internet pour voir. On va demander un peu aux artistes, aux ténors, s'ils l'ont vu un jour rapper ou faire des petits freestyles. Boy Grand Yoff, certainement, il a taquiné le micro, j'imagine bien, à l'époque. Alors, tu disais tout à l'heure à Sansine par rapport au rap ivoirien, on peut voir même ces rappeurs ivoiriens chanter en Wolof, cette ouverture. On a vu ça avec Baby Philippe, avec justement Khalid Gadji dans Adams à l'époque. Pierre Adams à l'époque. Didi B aussi. Didi B qui est venu tourner son clip au Sénégal et qui a fait vraiment un clin d'œil justement aux rappeurs sénégalais en disant que le roi du rap ivoirien est arrivé au Sénégal. Donc attention, j'arrive à conquérir ce marché-là. Mais pour montrer aussi cette ouverture avec justement le rap Gelsen. Ouais, c'est tout à fait ça. Mais dans les exemples que tu viens de citer, ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent faire du Sénégal un marché. C'est vrai. Et nous, on veut plus, c'est-à-dire qu'on veut aussi avoir quelque chose à vendre à l'extérieur. Donc c'est ça, en fait, le principal enjeu. Et je pense que des initiatives comme celle de Moustapha Dieng, qui est un ancien de Dabrens, ça peut en tout cas aider à trouver le bon chemin pour y arriver. Très bien. Monsieur Diop, réaction? Bon, moi je pense qu'il y a un point quand même en commun, c'est la reconnaissance et la préservation de notre culture. En général, ça, c'est dans tous les domaines, on peut ressentir effectivement cela. Dans le domaine musical aussi. Dans le domaine musical, moi, le rap, ça a été une musique qui me passionnait beaucoup dans les années 80. Je pense qu'il y a quand même un certain déclin. Je ne sais pas si... En tout cas, le old school, moi, j'ai l'impression que c'est... Est-ce que vous n'êtes pas fervent du hardcore? Parce que c'est vrai que le rap a beaucoup évolué. On sent vraiment plus ces sonorités, on va dire, de Mbalard dans le rap, notamment avec Samba Peuzzi, qui vulgarise vraiment, justement, ce nouveau type de rap. Ça nous fait penser, d'ailleurs, à Canabasse, qui a, lui aussi, révolutionné un peu le rap autrement. Sauf que moi je pense que ça... Bon, après, je ne suis pas un spécialiste également du domaine, hein, effectivement, comme les Cannes et autres. Mais je pense que le rap dur qu'on voyait dans les années 80, c'est ça qu'on... En fait, il y a un peu de mix, il y a un peu de mixité maintenant, il y a un peu de tout dans le rap. Peut-être c'est ça qui freine un peu son... Parce qu'effectivement, l'Ambalard, c'est une musique qui a déjà montré, en tout cas, ses talents. Les autres musiques également, le rap également doit se départager de tout cela pour effectivement s'externaliser.
et se professionnaliser davantage. En tout cas, je vous rassure, Alioune Badara Kane n'est pas du tout un spécialiste du rap. Il n'en sait absolument rien. Très bien. Lui, Alioune Badara Kane, c'est plutôt... Bon, je vais dire ça en off tout à l'heure. Alors, Hadi. Bon, je constate que nous sommes toujours sur nous sommes toujours sur nos smartphones. Et du coup, nous devons impérativement nous frayer un chemin. Donc, dans ce vaste chemin, excusez-moi de la répétition, qui est donc le numérique. Alors, du coup, dans cette plateforme est la bienvenue parce que cela permet d'exporter donc la musique du rap. Et c'est véritablement une bonne chose. C'est vrai que la musique sénégalaise est bien vue quand même. Le truc, c'est peut-être éventuellement de pouvoir bien l'externaliser autant pour moi. Alors, Hassan Sine, pour terminer, on va passer à la rubrique invité avec Alioune. Oui, pourquoi pas. Non, juste pour signaler, hein, quand tu parlais de Hardcore tout à l'heure, tu m'as rappelé un peu ce qui a été raconté lors de ce masterclass par rapport à Akatsuki dont j'ai parlé tout à l'heure. Pourquoi? Ce qui a fait le succès de Akatsuki, c'est qu'ils ont ramené le rap hardcore. C'est vrai. C'est-à-dire le rap où il n'y a pas de mixité avec le ballard et tout cela. Le rap pur et dur. Voilà, le rap pur et dur. Et ils ont vraiment... leur tube-là, ça a vraiment fait le buzz à l'époque. Je pense que c'était 2020 ou 2021. D'ailleurs, on entendait tout à l'heure ça en sourdine. Peut-être que notre réalisateur... Elle s'occupe de la carrière de pas mal de jeunes rappeurs. Ah, super, super. Mais en tout cas, moi, j'aime le rap qui est couplé avec une ballade. Toi, tu dois bien aimer ça. Voilà, je pense que oui, c'est avec ça. Alors, Alioune Badara Kane, on continue avec toi. Je sais qu'on est un peu rattrapé par le temps, 7h14 si vous venez de nous rejoindre. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue également sur nos plateformes digitales. Vous pouvez nous écrire. Je me ferai un plaisir de vous lire. On passe tout de suite à la rubrique invitée, juste après le jingle. Voilà. Alors ce matin, nous recevons en plateau Chouaïbou Diop, président de la commission finance du comité de pilotage de la semaine du patrimoine du Cheikh Ahmadou Bamba. C'est à toi, Alioune Badara Kane. Bon, le patrimoine du Cheikh est aussi une source d'inspiration pour pas mal d'acteurs culturels, hein, en particulier nos amis rappeurs. Hein. Et c'est normal parce que c'est un patrimoine inépuisable. Et donc, il est là pour nous en parler, Monsieur Diop Chouaïbou, qui est donc, je le rappelle, le président de la commission finance du comité de pilotage de la semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Vous n'aurez pas besoin d'un assistant pour cette commission-là Ou bien sûr, on en reparlera après. Oui, on en reparlera après, voilà, c'est ça. Mais donc, merci d'être sur ce plateau, Monsieur Diop, pour revenir avec nous sur cette semaine du patrimoine. Hein. Je suis même tenté de dire cette semaine nationale du patrimoine, parce que quand même, le patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba interpelle tous les Sénégalais, tous les Africains, parce qu'il fait partie quand même des plus grandes figures noires de l'histoire. Et c'est un devoir pour nous quand même de tout faire pour préserver son legs pour les générations futures, bien sûr. Mais peut-on dire que cette dynamique est née de la découverte, dernièrement, de ces précieuses photos en France? Oui, c'est bien le cas. En fait, la découverte de ces photos a été pour nous un déclic pour la mise en place d'une plateforme sous forme associative qui se nomme Touras. C'est la plateforme de recherche et de préservation du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est effectivement suite en 3. C'était pendant tout ce temps que, en tout cas des polémiques, des rumeurs, tout un travail également scientifique. Personne n'y croyait au début, j'en faisais partie moi. Effectivement, justement, en pleine Covid, donc effectivement en pleine nuit, qu'on a vu subitement dans un site internet de vente, en tout cas des éléments, en tout cas des éléments anciens. Donc un site de vente aux enchères qui a publié donc ces photos-là. Normalement, c'était même mis sur la site pour une durée d'environ 1 mois. Mais c'était je pense vers le 18e jour qu'on a pu, en tout cas, voir. Parce qu'une de ces photos a été légendée. 18e jour, 18e safar, mais bon. Belle symbolique. Hein? Quelle coïncidence. Une de ces photos a été légendée. Donc ça a fait en tout cas le tour des réseaux sociaux. Les gens en parlaient. Et beaucoup de questions également se posaient sur la ressemblance, mais surtout sur l'éventuelle, en tout cas, authenticité de ces photos-là. Okay. Donc il y a eu, bon, quand le vendeur avait mis pour la première fois les photos, je pense qu'il avait même coté en 5 € la photo. 5 €? Il voulait euros. avoir 5 €. Ouais.
Ils ne connaissaient pas la valeur de ces photos-là. Ils ne connaissaient pas, c'est normal aussi. Quand les gens l'ont attaqué avec effectivement des prix, donc les ventes aux enchères prenaient de la valeur, jusqu'à ce qu'une seule des photos, en tout cas, coûtait aux environs de 40 000 euros. De 5 à 40 000 euros. Du coup, il a eu peur, il a retiré toutes les photos. Donc, effectivement, il pensait que il pouvait y avoir des problèmes là-dessus. Il y a également Serigne Fallou qui était à l'époque au Lyon. Donc c'est Serigne Fallou-là qui a essayé d'être en contact avec le vendeur pour essayer de voir comment acquérir ces photos-là. Parallèlement également, la Fédération nationale des daïrés de Mourides qui est en France, parce que les daïrés s'organisent également en fédération nationale. Cette fédération également a également pris des initiatives pour parler avec la personne. D'autres dignitaires également du Sénégal ont envoyé des gens pour qu'ils négocient avec effectivement le vendeur. Un certain Mathieu Roblin qui disposait des photos. Lui également, il collectait ces photos-là. En tout cas, il avait l'habitude d'acheter des éléments chez les brocanteurs pour les revendre aux enchères. Bien sûr. Donc, du coup, quand les discussions, les négociations se sont initiées avec ce Mathieu, lui, à un moment donné, il s'est écarté. Il ne voulait même plus nous parler. Donc, il a effectivement, comme disait tout à l'heure Anta, ici, effectivement, c'est M. Khan même qui le disait, que nous, on n'a pas cette culture de se faire assister par des avocats, en tout cas des hommes qui s'y connaissent. Mathieu, en tout cas, a confié ses photos à un cabinet d'avocats. Pour que même ce cabinet-là maintenant prenne la suite. Essayer de voir comment les authentifier d'abord, et puis parce qu'il ne voulait pas également vendre quelque chose qui n'était pas vrai. Donc ce cabinet a authentifié les photos et a remis une seconde fois maintenant aux ventes aux enchères. Cette fois-ci de manière très encadrée. Ils ont même mis un ticket d'entrée. Il faut donner 5 000 euros pour participer. Juste pour assister à la vente aux enchères. Juste pour participer. À lui, il doit remercier son ancêtre qui lui a fait quand même bénéficier de la baraka du Cheikh. Au début, il voulait vendre juste pour 5 euros. Il se retrouve avec quoi? Des millions? Avec des millions. Donc, quand il avait confié cela au cabinet, maintenant le cabinet a encadré maintenant la vente. C'est en ce moment-là également que ces Sénégalais-là qui s'activaient pour l'acquisition de ces photos, on peut parler pour mieux s'organiser. Parce que l'idée, effectivement, c'était de ne pas créer une concurrence inutile entre les Sénégalais. Parce que si chaque Sénégalais va de sa propre manière, ça risquait d'enchérir un peu le prix. Exactement. Donc, c'est comme ça que ce collectif a été formé. Donc, Dr Khadim, sous la coordination de Dr Khadim Ngom, qui avait, en tout cas, essayé de mettre en place le cadre qui permettait de faire participer au collectif tous ceux qui voulaient acquérir ces photos-là. Exactement. Excusez-moi. Donc, in fine, ce qui a été fait, c'est que ce Dr Khadim Ngom a payé l'inscription. Oui. Donc, tous ceux qui voulaient participer donc, via lui, pour qu'effectivement qu'on puisse y aller comme un seul homme. Et finalement, on a pu acquérir, effectivement, par le courage et l'engouement de ceux qui étaient là-bas en France, sous la coordination et la conduite de Dr Khadim Ngom, avec la participation également de Serigne Chérif Antamadi, Serigne Fallou. Donc, on a pu acquérir les photos à une somme de 48 000 euros, plus les frais à 12 000 euros, ça faisait donc un montant global de 60 000 euros. 60 000 euros. Il y a eu aussi, je pense, la participation de l'État du Sénégal. Tout à fait, oui. 9 millions, voilà. Oui, ça c'est lorsqu'on a réparti les photos. Ah, ok. On parle de combien de photos? De 6 photos. 6 photos. C'est un album de... Donc c'était un album, même de l'architecte qui a été l'architecte de la grande mosquée de Diourbel. Parce que les photos ont été prises au moment où le cheikh posait la première pierre de la grande mosquée de Diourbel. Donc et là, on pouvait voir un peu le léger sourire, le contentement du cheikh au moment de la poser la première pierre. Tout à fait. C'est bien cela. Et son charisme et sa prestance. Voilà, c'est ça. Aussi, parce qu'il y en a, quand il y avait la polémique, il y en a qui disaient, mais ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Parce que quand on voit le charisme, la prestance et
vraiment la spiritualité que le personnage dégageait. Vraiment, on ne pouvait pas deviner que quelqu'un d'autre puisse être l'acteur de ces photos-là. Et moi, ma question, c'est par rapport à la vente aux enchères. Donc, toute la Mouridia était représentée par ce collectif. Il n'y avait pas d'autres prétendants. Non. Il y avait d'autres prétendants, mais ce n'était pas des Sénégalais. C'était plutôt des Arabes. On ne sait pas pour quel but ils ont voulu l'acquérir. Mais finalement, bon, avec vraiment le dévouement et l'engagement de ceux qui étaient là-bas, on a pu les acquérir à cette somme. 60 000 €, c'était la valeur d'acquisition. Et par la suite, il y a eu également la seconde étape qui était l'authentification, qui a également coûté en tout cas, une dizaine de milliers d'euros, ce qui a fait donc un montant global d'environ même... Maintenant, est-ce que maintenant, avec l'intelligence artificielle et peut-être l'engouement que ça a créé, vous n'avez pas peur, peut-être, parce qu'il y en a qui disent qu'il y a d'autres photos et il y a même des vidéos, il y en a qui le disent. Est-ce que vous n'avez pas peur que certaines puissent essayer de proposer quelque chose qui ne serait pas authentique juste pour se faire de l'argent, parce qu'il y a toujours des... Oui, c'est pour cette raison même que la plateforme a été créée, pour maintenant avoir une démarche beaucoup plus... En tout cas, une démarche anticipative. Ne pas attendre à ce que quelque chose sorte pour que l'on puisse maintenant s'organiser pour voir. Maintenant, la démarche anticipative consisterait à effectivement creuser, voir, et quand on a quand on a des éléments, de les authentifier avant même que ces éléments-là soient mis en publication. Parce que cette photo-là a créé effectivement beaucoup de rumeurs, mais en tout cas, toutes les étapes nécessaires pour l'authentification de ces photos ont été effectuées. La première de ces étapes était effectivement de donner ça à un cabinet qui est spécialisé en cela, pour même voir est-ce qu'il y a les photos n'ont pas été retouchées. Bien sûr, bien sûr. Ou même la qualité du papier, tout ça a été authentifié et que le résultat du cabinet a été de dire même que ces papiers-là, on a arrêté de les utiliser juste quelques années après 1918. Donc les photos ont été prises en mars 1918. Et puis également, ces photos correspondent parfaitement avec la tradition orale. Ça, sur le plan scientifique, mais sur le plan purement pédagogique, ça correspond. On a beaucoup parlé du livre. Sur le plan pédagogique, il y a le livre de Serigne Mamadou Lamine Diop Dagana, Irwa Nadim, qui a décrit la situation de la manière qui est tout à fait exacte de ce qu'on peut apercevoir sur les photos. Alors maintenant, où sont placées les photos? Effectivement. Les photos, quand on a fait tout cela, on les a remis au Khalif. Parce que l'objectif d'acquisition était juste de pouvoir les remettre au Khalif général des Mourides pour que ces photos-là maintenant appartiennent désormais à la communauté mouride. Donc quand on a remis ces photos-là à Serigne Mountakha, effectivement, et ça c'était même la troisième étape de l'authentification. D'abord l'étape scientifique, l'étape pédagogique. Il y a Diwan El Marif qui a écrit un document là-dessus qui partait effectivement de l'habillement du Cheikh, l'accoutrement, en tout cas de la description des lieux, comparé à ce qu'on a pu lire de Cheikh Mamadou Diop Dagana et de ce qu'on a pu également entendre de la tradition orale. Cela même montre encore une certaine dimension scientifique et une honnêteté intellectuelle de nos écrivains. Exactement. Le Khalif maintenant, quand il a vu les photos, effectivement, on a pu en tout cas avoir un sentiment qui ne pouvait justifier autre chose que de l'authenticité de ces photos-là. Et cela nous rappelle même lorsque la première photo qui était connue dans les années 1980 a été remise à Serigne Abdoul Ahad. C'était exactement le même procédé, c'était exactement le même sentiment. Donc cela nous a beaucoup plus rassurés sur les résultats de tests qu'on a pu voir. Exactement. Et ces photos, excusez-moi. Non, allez-y. Ces photos, on pourra les voir. Ce sera la dernière question pour la première partie. Oui. On pourra les voir aujourd'hui au musée des civilisations noires. Du 2 les authentiques, hein? Oui, les authentiques. Les clichés qui étaient de 6, donc c'était même un format très très petit. Du 2 au 5, on sera au musée. On va présenter ces photos, les originaux, mais aussi 28 reliques qui appartenaient à Cheikh Ahmadou Bamba. Ses habits et d'autres éléments également qu'il utilisait. Très bien. Merci. Merci beaucoup, M. Diop Chouaïbou. Je rappelle que vous êtes là pour nous parler donc de cette semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, un travail
qui n'est pas simple hein, quand on connaît comme l'immensité de son patrimoine, tant matériel qu'immatériel. Donc là, vous mettez sur les traces du Saint-Homme. Et certainement, il y a des archives qui ont été retrouvées en France. Il y en a certainement également qui dorment quelque part. Disons, pourquoi pas peut-être au Gabon ou bien en Mauritanie, parce que le Cheikh également a séjourné dans ce pays-là. Je crois que c'est vraiment une quête voilà, qui ne sera jamais achevée. Tellement ces archives-là sont nombreuses et c'est un devoir, mais une noble mission que vous êtes assignée avec bien sûr l'assistance du Khalife général des Mourides. Et dans la deuxième partie, on reviendra sur la nécessité peut-être de diriger enfin un musée digne de son nom, un grand musée à Touba, pour y préserver tout ce patrimoine-là, parce que vous l'avez dit, ça a été remis au Khalife, mais il faut véritablement aussi certaines conditions de préservation. Est-ce que Touba aujourd'hui remplit toutes ces conditions-là? Je ne pense pas. Parce qu'il faut moderniser donc l'archivage. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons dans la deuxième partie. Effectivement, et tout de suite nous allons passer au clip du jour. On nous propose Diamane Express, le clip qu'il a réalisé autant pour moi à la mosquée de Diourbel. Alors un clip que nous vous offrons spécialement tout de suite, c'est là un clip. Merci. One malamin gangiyonen sama kholbi sama ruby say sina nyujaren tado you fight sama fato mbake bala aisa one malamin gangiyonen wan ko Lamin Rasul Muhammadu Mustafa gën di yonen balaa lamiñ suul suuf ak asamaan yëpp dajaloo nañ julli ci moom saba di mu sutti lépp luy mindeef ramu na nit ci lu mu yëgul taamu jaam ci sirru meññeef mim xaram dellu fees fépp Muhammad dina islam faj na tawat yëpp képp ku xamat ñaata xaadima xaadim sa jikko yu baax yi di ko samaat xuraan xat mu gi firndeel ku mel ni yow dootu fi amaat kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullah yàlla ko wax yaa ñu gindi indi dindi ci kéefër fete xol yi feebar yaa ñu wan leer li fi yàqu woon yaa ko defar xàmmee nañu neuf bi di bis si toog ci di ko mbubboo kàttan bi nga ñu sëf xadaratul kursi yu ma la juddoo yeesal njëbal maam yaa ñu defal njëgal yaa salaam musiba nga ñu fegal ay gi dootul fegal mbër upp na lamb tey lu góor jaay mu lamb lawul mahfos jàpp aras leer yaa ngi. Alors c'était Diamane Express, le clip du jour. Aujourd'hui on a parlé de culture urbaine, Diamane Express, on a parlé également de Serigne Touba et il est de Diourbel, hein. Je ne sais pas si vous savez, Aline Badara Kane. Diamane Express, il est de Diourbel. Il a fait une reprise de Fatou Kinembaye, maman de Kumba Gawlo. Alors tout de suite nous allons passer au clip, non on a quand même déjà passé au clip du jour. Nous allons passer au bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Tout de suite, c'est les informations. Il y avait le papa de Kumba Gawlo également dans ce clip, dans cette chanson. Laye Bamba. Oui. Laye Bamba. Effectivement. C'était un duo. Hein. Ah bon? Mari et femme qui ont composé cette chanson-là. Ça, je ne savais pas. Ah mais c'est normal. Hein. Mais après, très bon, jeune. On le comprend, il est nostalgique ce matin. Tout de suite, c'est le bulletin d'info. Génération post 90 quand même. Un enfant. Vous avez vu, hein, c'est une bikini maison dans les. Post 90. Salut, on peut se dégoûter les jambes, on a quelques minutes. Quand je sollicitais vos suffrages en février 2012, je n'avais plus aucun mandat électif. Par 2 fois, et à une majorité confortable, vous m'avez investi de votre confiance. C'est un honneur suprême en démocratie. Cet honneur, je l'ai toujours considéré non comme une source de privilèges, mais comme une éminente responsabilité et un devoir sacré
d'être à votre service, de travailler jour et nuit pour mériter votre confiance. Toute œuvre humaine est imparfaite, mais quels que soient les critères d'évaluation, le Sénégal de 2023 est sans commune mesure avec le Sénégal de 2012. Je suis fier d'avoir réalisé avec vous cette séquence de notre histoire, un legs qui témoignera pour nous demain. En allant à votre rencontre, j'ai appris à mieux connaître et mieux aimer notre pays, d'un amour inconditionnel et inépuisable. Voilà pourquoi je ferai en sorte que l'élection présidentielle du 25 février 2024 se déroule comme les précédentes, de façon paisible et dans les meilleures conditions d'organisation. Ce soir, je vous ferai en même temps mes adieux. Un discours d'adieu avec un tableau annonçant des lendemains meilleurs pour l'année 2024. La transformation structurelle du pays a été engagée pour accélérer la marche vers un Sénégal émergent. C'est d'ailleurs tout ce qui justifie la densification de nos infrastructures routières, autoroutières et la modernisation de notre système de transport urbain et interurbain. En 2012, notre linéaire routier était de 1500 km contre 2900 en 2023. De 32 km d'autoroute, nous en sommes à 189 et bientôt 500 km à la fin des chantiers Mbour-Fatick-Kaolack et Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. C'est dans cette dynamique qu'il faut inscrire le développement du transport avec la réception de nouveaux bus Dakar Dem Dikk, la flotte de 121 bus électriques pour le BRT, non sans oublier la deuxième phase du train express régional. La deuxième phase du train express régional, Diamniadio, aéroport international Blaise Diagne, s'achève dans quelques mois et une commande de 7 nouveaux trains s'ajoutera aux 15 actuels. Le BRT sera inauguré ce 14 janvier avec une flotte de 121 bus électriques alimentés par voie solaire et climatisés avec Wi-Fi à bord. À terme, le personnel du BRT sera composé d'au moins 35% de femmes, dont des conductrices. Dakar Dem Dikk a fait peau neuve avec 370 bus de dernière génération. Le Sénégal émergent est aussi perceptible à travers les parcs industriels, les zones économiques spéciales, les infrastructures sportives telles que Dakar Arena, le stade président Abdoulaye Wade, l'arène nationale de lutte et les chantiers pour les Jeux olympiques de 2026. Le legs aux futures générations ne se limite pas simplement à une simple déclaration d'intention, mais il se matérialise avec des actes concrets. Le Sénégal émergent, c'est le lancement prochain du premier satellite de notre pays, conçu et réalisé par nos propres ingénieurs. Ce sont nos aéroports régionaux, réhabilités, au Cap Skirring, à Kaolack, Kédougou, Sédhiou, Tambacounda, Saint-Louis, en attendant la livraison en 2024 des chantiers de Kolda, Linguère, Ourossogui Matam et Ziguinchor. Un dernier discours en tant que président du Sénégal. Macky Sall part avec le sentiment du devoir accompli. Pendant 12 ans, il aura marqué le Sénégal grâce à son référentiel de politique publique, le plan Sénégal émergent. Le Sénégal émergent. Ce sont nos hôpitaux clés en main à Touba, Kaffrine, Sédhiou, Kédougou, Agnam et tous les chantiers en cours à Ourossogui, Saint-Louis, Tivaouane et Dakar, notamment la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar et le nouvel hôpital Aristide Le Dantec. Ce sont les performances remarquables de notre corps médical qui a réalisé pour la première fois cette année une séparation de bébés siamois, des transplantations rénales et un traitement endovasculaire.
Il s'agit d'énormes investissements consentis par l'État pour doter les 14 régions d'infrastructures modernes avec des plateaux techniques relevés, ceci pour permettre aux populations d'avoir un accès à des soins de qualité. 4 hôpitaux livrés en 2021, Touba, Sédhiou, Kaffrine, Agnam, pour une capacité totale de 750 lits, près de 1000 milliards de francs CFA investis. D'autres chantiers sont en cours, celui de la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar de niveau 4 et un hôtel 5 étoiles sur 20 000 m² avec 9 niveaux pour 60 milliards de francs CFA. Autre chantier en cours, celui de l'hôpital Aristide Le Dantec sur 3,6 hectares avec 660 lits prévus. Il s'agit d'un projet de grande envergure pour faire du Sénégal un pays de référence dans le domaine de la santé. Des investissements qui commencent à porter leurs fruits puisque les compétences des médecins et le plateau technique relevé sous le magistère du président de la République Macky Sall ont permis de faire des performances médicales spectaculaires, dont la plus attendue, le démarrage de la greffe de rein à l'hôpital militaire de Ouakam, qui a été une réussite totale pour les 3 couples d'honneur receveurs. La séparation de sœurs siamoises à l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fann, des sœurs qui vivent pleinement aujourd'hui leur indépendance. Et cerise sur le gâteau, en cette fin d'année, le traitement endovasculaire sur 2 patients à l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, une prouesse médicale qui n'aurait jamais pu se réaliser sans un plateau technique moderne. Des investissements énormes dans le domaine de la santé pour faire du Sénégal un carrefour médical incontournable en Afrique. Quel destin singulier que celui d'assumer les plus hautes charges de l'État. Une destinée plus qu'une prédestination pour quelqu'un qui était formé à l'étude des sciences de la Terre. Terre de l'existence qui s'ouvre au corps en fin d'existence, terre qui recèle dans ses entrailles d'innombrables ressources qui font la richesse des peuples et parfois la malédiction des hommes. Macky Sall a été le 4e président de la République du Sénégal. Son étoile aura brillé 12 ans dans le ciel d'un beau pays qu'il dit avoir au cœur. En février 2012, il lui a fallu vaincre le redoutable père spirituel en politique et maître du jeu depuis l'an 2000, Maître Wade. Que d'écueils il lui a fallu franchir, de rivières à traverser, de montagnes à gravir dans un plat pays qui est le sien, le nôtre, qu'il nous faut perpétuer et rendre éternel. Cette mission n'incombe pas qu'au chef de l'État, mais à tous les citoyens. Si le vœu d'un Sénégal éternel s'impose à tous, au cœur et à la raison, la perpétuation au pouvoir n'est simplement pas possible. La démocratie ne s'en accommode que mal. L'heure est venue donc pour le président de faire ses adieux à la nation entière, de partir. Adieu toi que j'ai tant aimé, que j'aime tant encore, ainsi pourrait se résumer le discours de ce 31 décembre. Dans le rétroviseur qui souligne et visualise 12 ans de règne, de belles prouesses et des réalisations grandioses dans tous les domaines de la construction nationale qui reste toujours un exercice inachevé. Le retard des campagnes sur les villes n'est plus aussi criant et l'émergence n'est pas un mythe. Infidèle est celui qui dit adieu quand la route s'assombrit. En l'occurrence, les chemins sont balisés et Macky Sall, qui aurait certainement voulu faire plus et mieux, sort par la grande porte. La perfection n'est pas de ce monde. À son successeur de prolonger et de parachever son œuvre, les adieux sont toujours poignants, mais le sentiment d'avoir accompli sa mission apaise et console. La fin d'une chose sonne toujours le début d'une autre qui attend de se dévoiler. C'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Alors, vous êtes nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes digitales. Un message qu'on a reçu depuis la France de Bathilindao qui dit « Bonjour Anta, je vous suis depuis la France ». On nous suit également depuis le Maroc et également la Côte d'Ivoire. Donald Archie qui dit « Bonjour à tous, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire ». Un autre message de notre fidèle téléspectateur Samba Guissé, à qui nous souhaitons d'ailleurs une agréable journée et qui nous dit « Meilleurs vœux de Nouvel An à mes frères et sœurs de la meilleure des matinales du Sénégal. Que 2024 soit une année de belles nouvelles, belles aventures avec Kinkeliba. Nous réclamons cette année 13 numéros hors de Dakar. Alim Balarakan, tu vas aller. 13 numéros hors de Dakar. Ah ben, écoutez, au moins un numéro hors de Dakar par mois. Ben, c'est toujours dans les corps de la RTS quand même. Bon, je pense que ce ne serait pas trop demandé à la RTS. Bon, maintenant, c'est au top management de faire ses choix. Mais nous, de Kinkeliba, nous soutenons cette proposition donc, de Samba Guissé. Je pense que l'équipe est assez rompue à la tâche pour pouvoir relever ce challenge-là, de faire un numéro
tous les 30 jours, hein, quelque part dans le pays. Parce que c'est toujours bien de se rapprocher de l'intérieur du pays, d'aller au contact des populations. Et ça donne même un second souffle à la matinale. Et d'ailleurs, toutes les sorties ont été, machallah, couronnées de succès. Parce que c'est vraiment des découvertes à n'en plus finir, des rendez-vous particuliers. Et puis également, ça renforce l'estime de soi, si je peux m'exprimer ainsi, de ces régions, de ces villes de l'intérieur qui sont choisies, par exemple, par Kinkeliba pour y faire certaines productions. Parce qu'elles se sentent davantage considérées. Parce que la RTS a ce devoir-là de servir de lien ombilical à toutes les régions du Sénégal. Donc c'est une proposition que nous soutenons bien. Très bien, merci beaucoup Aline Badarakan. D'autres messages, celui de Soda Dramigué qui a commenté ta chronique ce matin à Samsung qui dit « Enjeu du numérique dans le hip-hop sénégalais, très belle initiative qui vient à son heure avec le soutien de Sénégal numérique, espérant que les choses vont aller de l'avant. Goret au Rap Galsen, merci à la RTS. » Un bonjour également à monsieur Serigne Abdoumbake qui nous suit ce matin. On va passer tout de suite à la rubrique littérature. C'est celle de Khadi, juste après le jingle. Ce matin, nous allons parler de livres en langue nationale. D'ailleurs, j'en ai un et il y a écrit Digigage. Digigage. Alors moi, tu savais que c'était Digigage? Oui, Digigage au plein milieu de l'océan. D'accord. On continue. Quel est le titre de ta... Alors moi, j'ai Jigéen Fayda. Oui. De toujours Cheikh Alioune Ndao. Et Yaramounit également. Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Il y a également pour les enfants, des contes pour les enfants. Et écrit quoi? Voilà. Bon, c'est un peu... Je te donne Est-ce que c'est en Wolof? le soin de lire ça en Wolof. Est-ce que c'est en Wolof? Les Jigéen Fayda là. Voilà, Jigéen Fayda. Ce qui est en bas, c'est quoi ça? C'est le nom, ok. Comment tu lis ça? Akseni Diar, ok. Jigéen Fayda. Jigéen Fayda. En bas, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, ça, je ne sais pas, vraiment. Je pense que je suis un peu... Ñetteelu Mool. Mool. Voilà. Mon troisième tome. Bravo. Merci beaucoup. Je laisse continuer avec tes oreilles. C'est bon, là. Ça, c'est le terme moule. Alors, pour mettre en exergue toutes ces œuvres littéraires, une cérémonie a été organisée ce mercredi au musée Théodore Monod. Alors, je vous laisse regarder, bien sûr, les propos de Cheikh Adramé Diakhaté, qui est le président de l'association Fonk Sunu Lamine. Il revient sur l'importance des œuvres en langue nationale. Alors, regardons. Dans le monde, moi, j'aimerais bien que les gens me disent aucun pays ne s'est développé dans la langue de quelqu'un d'autre. Mais dites-moi quel est le pays qui l'a fait. Nous, on a tellement été colonisés, et Cheikh Anta le disait, dañ leen note ba seen xel yi dafa rag. Vous n'êtes plus capable de penser par vous-même. Et en fait, quand vous pensez que vous êtes content, c'est que quand la France ou les Occidentaux vous donnent un satisfecit. Alors que vous êtes des hommes, vous avez une conscience, vous avez une intelligence, vous êtes capable de réfléchir le monde, de le transformer. Et pourquoi nous ne pouvons pas, nous, agir par nous-mêmes, utiliser nos langues? Moi, je me dis, si nous utilisons, c'est absolument incroyable ce que nous sommes en train de faire. Un enfant qui naît et qui grandit dans un milieu avec une culture, une langue, avec des réalités qu'il est en train de vivre, jusqu'à 7 ans, on efface tout ça de manière extrêmement violente. On efface tout ça de sa mémoire et on lui dit maintenant, mets-toi à l'école du français. Mais c'est normal que nous ne puissions pas avoir des Einstein et autres. Mais si ces gens-là avaient capitalisé le savoir-faire et tout ce qui les entoure dans leur langue, mais il est certain que nous allons avoir les savants comme Cheikh Anta et les autres. Un pays, il est organisé d'une certaine manière. Mais on va se rendre compte bientôt que dans le fond, il y a que dans le curriculum, dans les curricula que nous avons dans nos écoles, il y a certainement quelque chose qui ne va pas avec la marche du monde. Alors, nous perdons du temps. Nous bourrons les crânes de nos enfants pour des choses qui ne sont plus utiles. Bon, le Japonais, le Chinois, quand il est à 6 ans, 3 ans et autres, on le met dans une situation pour lui permettre de transformer le monde et de transformer
la réalité qui l'entoure. Mais il faudra bien qu'on en arrive là. Les problèmes que nous avons au niveau de la discipline, au niveau de la violence, ça ressort de cela aussi. On ne peut pas enseigner, éduquer un enfant dans la langue de l'autre. Moi, je ne peux pas parler à mon fils pour lui parler en français en disant mais fils, non, il faut être digne. Les mots même ne résonnent pas comme quand j'en parle en wolof. On dit da nga war a am jom nit dafay am jom et en lui disant lan mooy jom da nga war a doylu loolu da nga koy wax xale bi mu dégg ko parce que noonu la koy intégré si biiram xam ni lii mooy dëgg te moom dafa am fu mu bokk fi nga bokk moo tax nga war a téye sa bopp nga war a seet sa bopp nga war a xam lan ngay def si biir ak si biti boo wéet ak boo wéetali ko mais loolu on ne peut pas le faire en français. C'est vrai qu'il est difficile de lire en français. D'ailleurs, M. Diop, il y a beaucoup de chers qui ont écrit des ouvrages en wolof. Oui, en tout cas dans la communauté mouride, oui. Les premiers disciples du cheikh même préféraient écrire en wolof quand ils parlent du cheikh, quand ils font l'éloge du cheikh. De la même manière que les cheikhs écrivaient en arabe parce qu'ils faisaient l'éloge du prophète Mohammed qui était un arabe. Eux, ils lui disaient cela, que toi tu écris pour quelqu'un qui est en arabe, nous on écrit pour toi alors que toi tu parles wolof, donc on t'écrit en wolof. C'est des gens qui maîtrisaient bien la langue arabe mais qui préféraient écrire en wolof. C'est l'exemple de Serigne Moussa Ka qui a vraiment composé beaucoup de poèmes en wolof, en tout cas dont la valeur même jusque-là n'est pas fidèlement répertoriée, en tout cas la quantité plutôt. Et Serigne Baye Diakhaté également. Et ce sont toujours des contenus d'une valeur extraordinaire. Mais malheureusement, la promotion de ces gens-là n'est pas très bien faite. Je pense que la promotion même de nos langues nationales, comme l'a si bien théorisé Cheikh Anta Diop, enseigner en langue nationale, cela nous donne plus de possibilités de s'approprier de notre culture et de pouvoir l'assimiler également. Et quand vous parlez de promotion, ça me fait penser à Cheikh Anta Diop qui faisait vraiment la promotion de nos langues nationales. Alors, effectivement, il a beaucoup écrit en wolof. Et d'ailleurs, dans le cadre du centenaire de Cheikh Anta Diop, Cheikh Adramé Diakhaté est revenu sur le parcours de cet homme, ce grand monsieur qui est Cheikh Anta Diop. Regardons. Et il faut vraiment avoir de la chance de le connaître pour savoir que c'est un individu immense qui a pu avoir énormément de connaissances en faisant des études énormes parce que son souci c'était de faire en sorte que au rendez-vous entre l'Afrique et l'Occident, que l'Afrique relève la tête et puisse parler d'égal à égal avec l'Afrique. Le premier combat qu'il pouvait avoir, c'était d'abord remettre en cause les thèses racistes et xénophobes et négrophobes qui effectivement gangrénaient un peu notre histoire et l'histoire de tous les peuples. On disait que l'Afrique était en dehors de l'histoire, que c'était une table rase, elle n'avait rien du tout, elle n'avait rien apporté à l'histoire universelle. Il fallait qu'il s'attaque à ça. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'il a écrit Nation et culture. Mais en fait, Nation et culture n'a pas suffi à faire reculer les détracteurs justement de ces thèses-là. Il a fallu attendre le colloque du Caire pour qu'il convie tous les savants du monde au Caire, en Égypte, pour qu'ils puissent lui dire en quoi, justement, l'Afrique n'était pas le berceau de l'humanité, que l'Afrique n'avait pas apporté des éléments importants à la civilisation universelle. Il a prêté la parole à tout le monde, il a demandé à tout le monde de parler, et il leur a démontré scientifiquement que l'Afrique était bien le berceau de l'humanité. Que tout ce que nous avons au niveau de l'histoire, au niveau de la science, ça vient de l'Afrique. Et essentiellement de l'Égypte ancienne qui était totalement noire. Ces thèses ne sont pas encore infirmées. Et nous avons eu la chance d'être ses disciples, d'être aussi ses militants, et nous avons beaucoup appris à ses côtés. Ce que je peux vous donner comme exemple, c'est que un des thèmes qui ressort d'un de ces meetings, c'était empêcher, c'est-à-dire faire en sorte que le clivage entre les intellectuels et les masses disparaisse. Moi, en wolof, on dira
far dig bi dox diggante ñi jàng ak ñi jàngul. Nous avons eu la chance, dans son parti, d'être envoyés dans les campagnes, dans un village, pour faire le travail politique, en nous couchant là où se couchent les paysans, en mangeant ce qu'ils mangent, et ça nous a retourné. Ça nous a donné une nouvelle vision de ce que signifiait la paysannerie, ce qu'ils vivaient, ce que nous pouvons penser d'elle. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il a révolutionné nos vies et il nous a amenés à épouser la plupart de ses thèses. Voilà un peu ce que je peux dire. Quand j'en parle avec beaucoup de passion. Et j'avoue que c'est un homme immense. Moi, j'ai eu la chance physiquement de le rencontrer plusieurs fois. Et il fallait, pour ne pas... C'est vrai qu'il a eu la chance quand même de rencontrer ce grand homme. Il aurait eu 100 ans s'il était toujours vivant. Alors peut-être pour terminer très rapidement ta chronique, avant de passer au mot du jour. Oui, pléonasme. Très bien. Voilà, alors c'est une figure de style par laquelle on redouble une expression pour la renforcer. Par exemple, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc on renforce. Bon, on pourrait dire, je l'ai vu. C'est une évidence. Voilà, c'est une évidence. C'est comme si on disait à Lune Badara Khan l'a tapé de ses propres mains. Voilà. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Et un pléonasme comme bien les journalistes, surtout des grandes rédactions télé. Oui. Par exemple, celle de la RTS, il est venu voir de visu. De visu. De visu. Très bien. Monter en haut. Monter en haut. Descendre en bas. Voir de visu. Je ne sais pas. Constater de visu, je ne sais pas. Bien sûr qu'il est là, déjà, physiquement, il est là. Donc forcément, c'est une évidence. C'est une évidence, Salim Badara Khan. C'est les cours du professeur Cheikh. Voilà, Omar Diaw. Voilà, Omar Diaw. À qui nous souhaitons une agréable journée. Voilà. Alors, tu nous parles de ta nouvelle parution de ce matin. Nouvelle parution, justement, c'est de Cheikh Adra Mediahate. D'accord. Voilà, âme déchirée, cœur meurtri. Et c'est un roman, cette fois-ci en français. Et Abdoulaye Baldé, La philosophie d'une conscience. Bon, c'est édité par Elma Édition. Et tu vas t'attaquer à ce livre. Oui. Courage. Merci. Bon courage. Bravo. Combien de pages? C'est un livre de 300 pages. D'accord, que tu vas lire en combien de temps? Je ne sais pas. Ok, on verra bien. Merci beaucoup pour ta belle chronique de ce matin. Beaucoup. On va passer tout de suite à la dernière partie de la rubrique invité ce matin. Voilà, avec nous, donc, terminons par notre invité, l'invité du jour. Hein. Le premier invité de l'année. Hein. Ah oui, c'est donc vrai. M. Diop est le premier invité de l'année. Hein. De l'année 2024. Et nous sommes touchés par la bonne grâce. Le premier invité de l'année pour nous parler d'un sujet vraiment voilà, qui fait l'unanimité. Alors, il s'agit donc de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul qui sera revisitée durant cette semaine, donc à travers la semaine du patrimoine du Cheikh. Alors, nous sommes revenus sur pas mal de péripéties. Alors, sur un peu la préservation de ce patrimoine-là, surtout matériel, est-ce qu'il ne serait pas, l'heure n'est pas venue, enfin, de construire un musée digne de son nom à Touba? Est-ce que ça, le Khalif y tient? Oui, tout à fait. C'est l'un même des objectifs phares de la tenue de cette semaine du patrimoine. Vous savez, lorsqu'on a remis les photos à Cheikh Mohamed Mountakha, il nous avait demandé en tout cas de les remettre cela au président de la République. Le président de la République, effectivement, quand il a vu les photos, lui aussi, il a même en tout cas contribué significativement parce qu'il disait cela, c'était ses termes, que l'acquisition de ces photos incombait, en tout cas, le devoir incombait à l'État du Sénégal d'acquérir les photos. Donc, il avait même pris comme en charge de rembourser les frais d'acquisition, chose effectivement qu'il avait bien faite. Lorsqu'on lui a remis les photos également, il avait prescrit, en tout cas, la recommandation d'inscrire les photos dans en tout cas tout le patrimoine iconographique de Cheikh Ahmadou Bamba dans le patrimoine national du Sénégal. Bien sûr. Donc du coup, nous avions dit que le Cheikh nous a remis les photos pour effectivement les remettre dans le musée du mouridisme qui était un projet. Donc, en tout cas, la réunion de tous ces éléments-là a été pour nous un déclic, effectivement, d'aller au-delà. Donc nous avions voulu tenir la semaine et parallèlement également, il y avait un objectif en filigrane qui était de commercialiser des duplicata de ces photos. Le Cheikh nous avait dit effectivement, lui-même en avait pris
et avait mis donc une copie dans son salon. Et nous lui avons effectivement recueilli son deagle pour aller au-delà, donc de dupliquer, de commercialiser. Et les recettes maintenant collectées de cette commercialisation vont servir, vont être en tout cas injectées dans ce projet de construction de ce musée qui était un projet en parallèle, sous la conduite en tout cas de Serigne Chérif Mbacké Falilou. Donc le musée va être effectivement construit très bientôt, à l'issue de cette semaine. Toutes les sommes récoltées de la commercialisation de ces photos vont être utilisées pour la construction du musée. Donc, la semaine, par contre, c'est effectivement pour faire la promotion de ce patrimoine. Cela nous donne l'occasion de pouvoir répertorier, identifier le patrimoine matériel et immatériel de Cheikh Ahmadou Bamba. Pouvoir identifier ce patrimoine-là pour enfin savoir quels sont les éléments qui vont être abrités dans ce musée-là. Merci beaucoup, M. Chouaïbou Diop. Merci et bonne semaine de célébration du patrimoine donc, de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul. Une belle œuvre, une œuvre que vous faites pour tout le Sénégal, pour toute l'Afrique. Très bien, et je vais essayer dans 10 secondes, quel est le menu, quest sera le programme, justement le programme de célébration de la semaine. Le programme de la semaine. Du 2 au 5, il y aura donc une exposition, en tout cas des originaux de ces photos dont on a parlé. Il y avait également l'exposition de 28 autres reliques de Cheikh Ahmadou Bamba. Très bien. Donc dans l'après-midi de chaque jour, du 2 au 5, il y aura des thématiques qui vont être abordées par d'éminents scientifiques. Et puis la journée de 6, ce sera la journée de clôture. La journée d'aujourd'hui va être, donc la journée d'ouverture va être présidée par le PM, le Premier ministre. La journée de clôture, le 6, par le Président de la République et le porte-parole de la... Merci beaucoup, merci à vous de m'avoir accompagné ce matin. Il est déjà 8h. Merci à Abdou Karim Diop qui nous suit et nous souhaitons une excellente journée. Alors, encore merci à vous. Merci à vendredi pour l'équipe et à demain avec Adama Anouchkaba pour un nouveau numéro de Kinkiliba. Merci d'être fidèle au magazine Kinkiliba et justement au programme de la RTS. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up. Get better warning, which makes me know where is the line was left.